Très bien. Bonne conférence. Merci. Donc bonjour. Donc, je m'appelle Jean-Claude Pascal, comme le dit le responsable de la bibliothèque. Donc je suis passionné, féru d'alchimie et de physique quantique. D'où ça m'est venu? Eh bien, étant jeune, j'aimais la magie de l'alchimie et les mystères de la nature et de l'univers. En grandissant, c'est devenu, à l'alchimie s'y est rajouté l'hermétisme et à la physique quantique. Donc depuis de nombreuses années, eh bien, tout ceci m'accompagne, accompagne ma vie, accompagne ma quête, accompagne ma recherche, mon observation du monde, de moi-même, et l'alchimie est omniprésente. Donc nous allons parler cet après-midi d'alchimie et de physique quantique. Alors je ne suis pas un physicien quantique au sens où je travaille dans un CNRS, néanmoins ça fait presque 100 ans maintenant qu'on parle de physique quantique et de plus en plus, puisque c'était avant la guerre que les grands noms de la physique quantique, de la relativité, ont commencé à proposer leurs théories. Je vais restreindre à 2 ou 3 exemples, ce que aujourd'hui pratiquement tout le monde connaît, qui est enseigné, je pense même avant le bac, quant à la physique quantique. Et puis je parlerai d'alchimie pour voir les liens. Et je pense qu'aujourd'hui, il se passe quelque chose d'étonnant, c'est que l'hermétisme qui est au cœur de l'alchimie est en train de ressurgir dans le langage de la physique quantique. Alors l'alchimie, tout le monde a entendu parler de la grande quête, bien sûr, des alchimistes, mais surtout, quelles sont les 3 grandes quêtes de l'alchimie. Tout le monde a entendu parler de la pierre philosophale, d'autres de l'élixir de longue vie ou du remède universel, et puis bien sûr de la transmutation des métaux ou de la poudre de projection pour transmuter le mercure, l'or, l'argent ou le plomb en or. Ces trois quêtes de l'alchimie représentent, je pense, dans un langage d'alchimiste, 3 quêtes fondamentales. La quête de la pierre philosophale, c'est la quête de la connaissance. La quête de la connaissance du monde, de la nature, des événements, de soi-même, des transformations. L'élixir de longue vie, ou le remède universel, répond à une autre question que se posent les humains, c'est-à-dire qu'à un moment donné apparaît la maladie, apparaît la mort, disparaît la jeunesse, et le monde tourne, et le monde tourne. Donc cette autre quête, qui est la quête de l'élixir de jouvence, est un fondamental. Et puis le plus mythique, la transformation du plomb en or, avec la poudre de projection, qui est donc la poudre qui permet de transformer en or. Qu'est-ce qui est derrière ceci? Bon, outre l'avidité que crée le sentiment et le symbole de l'or, eh bien, transformer tout en or, lorsqu'on prend le langage alchimique, c'est le langage alchimique, c'est le symbole du soleil. C'est-à-dire donner vie. Transformer en or, ça veut dire transformer en richesse. Ça veut dire transformer en noblesse. Transformer les choses et y voir ce qu'il y a de plus beau. Donc derrière ces quêtes, qu'est-ce que j'y ai mis au fur et à mesure des années? Eh bien, c'est des quêtes universelles. Celle de la connaissance, la pierre philosophale, celle de la santé, ou plus profondément des phénomènes de la vie, d'où vient la vie, d'où vient la mort, pourquoi ça change, pourquoi ça disparaît, et celle, finalement, de la quête du beau, du bonheur, ou de tout ce qu'on peut associer à l'or, qui est la vie. Alors, quand on lit les traités d'alchimie, on se rend compte qu'il y a des formules, qu'il y a des phases, qu'il y a des étapes. Mais la question qu'on se pose, c'est comment peut-on transformer du plomb en or? Et c'est ça qui faisait toute la question. Comment peut-on transformer le plomb en or? Aujourd'hui, depuis qu'on connaît la table de Mendeleïev, eh bien, les sauts nécessaires pour transformer un élément dans un autre, eh bien, ne sont pas théoriquement, eh bien, ne rentrent pas théoriquement dans les équations, ne rentrent pas dans les cases de la réflexion et de la représentation du monde.
c'est-à-dire les barrières d'énergie à transmettre ou les transformations qui doivent avoir lieu au cœur de la matière, eh bien, ne rentrent pas dans les modèles de physique habituels. Et c'est là où intervient l'autre vision de la physique quantique sur laquelle je reviendrai. Voilà quelques points sur l'alchimie. Et puis on reviendra ensuite sur le lien qu'a l'alchimiste avec sa matière. La physique quantique, eh bien, donnons quelques éléments. Le plus important quant à la représentation de la matière, c'est, on a longtemps imaginé que la matière, on pouvait la couper, à l'infini ou pas, mais à un moment donné, on a considéré la notion d'atome. Il existe un atome qu'on ne peut plus couper, et ensuite, c'est le grain de base. Cette notion d'atome a encore accompagné la représentation de l'atome, même quand on a commencé à comprendre que l'atome était constitué d'un noyau, et puis d'un nuage d'électrons qui tournait autour. Mais rapidement, cette représentation ne suffisait plus. Et on a commencé à voir et à représenter la matière comme en découvrant son caractère ondulatoire. Donc, d'une part, nous avions, et puis d'autres expériences de chimie, de niveau d'énergie, on s'est rendu compte que, eh bien, soit on pouvait observer la matière avec un aspect corpusculaire, soit on pouvait observer la matière avec un aspect ondulatoire. Et rapidement, eh bien, on a commencé à se dire c'est soit onde, soit matière. Donc soit particule, soit onde de probabilité de présence. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est juste pour dire l'évolution de la pensée. Des expériences ont été faites qui montrent effectivement, eh bien, on peut représenter et s'imaginer la matière comme corpusculaire. C'est-à-dire qu'il y a des particules, et en dessous d'un certain niveau, il n'y a plus de particules. Et aujourd'hui, on peut aller jusqu'aux particules les plus infimes. Et en physique quantique, on sait que, en dessous d'une certaine notion de temps, en dessous d'une certaine notion de quantité, en dessous d'une particule élémentaire, eh bien, on ne peut plus. On ne peut plus la couper en deux. Et on rentre dans cette notion les particules infimes sont non sécables. On ne peut plus les couper. Je reviendrai sur ce point également tout à l'heure. Mais entre les deux, qu'est-ce qui est intéressant ? Lorsqu'on observe la caractéristique ondulatoire de la matière, eh bien, des expériences ont été faites, qu'on appelle les franges de Young, où on peut faire apparaître des franges d'interférence. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on fait des franges d'interférence, c'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que c'est les franges d'interférence ? Vous faites passer de la lumière ondulatoire dans deux fentes, et de l'autre côté, ça fait des franges d'interférence, comme si vous jetiez deux cailloux dans l'eau. Chaque caillou fait des ronds, les ronds se rencontrent, et ça fait des franges d'interférence. C'est-à-dire que les sommets, les creux sont plus élevés. Vous avez l'image de ces interférences. Bien, pour la lumière, c'est pareil. On la fait passer par deux trous, ou notamment par deux fentes. On regarde derrière, et on voit des franges d'interférence. C'est-à-dire, il y a des fentes de lumière, de sombre, de lumière, de sombre, de lumière. Et c'est ainsi qu'on décrit l'aspect ondulatoire de la matière. Là où ça se complique, ou plutôt là où les observations deviennent curieuses, c'est si vous prenez un laser, c'est-à-dire un dispositif scientifique, qui permet d'envoyer un photon après l'autre, ou un électron après l'autre. Donc vous en envoyez un après l'autre. Donc théoriquement, on se dit, il passe dans une fente, ou il passe dans l'autre. Et puis il arrive sur l'écran. Mais quand il arrive, il ne peut pas interférer, puisque soit il est passé à gauche, soit il est passé à droite. Vous avez jeté le caillou à gauche ou à droite. Eh bien, qu'est-ce qui a été observé ? Eh bien, malgré tout, on a observé des franges d'interférence. Et là, on s'est dit, mais à quel moment la matière est-elle particule et à quel moment est-elle onde ? Puisqu'elle démarre particule, au moment de choisir l'une des fentes, on ne sait pas ce qui se passe, mais toujours est-il qu'après les fentes, ça réagit comme si ça avait été ondulatoire. Et là, les physiciens se sont dit, mais c'est quoi ça ? Puis d'autres expériences ont continué. On a même essayé de savoir qu'est-ce qui se passe quand on regarde. Et qu'est-ce qui se passe quand on regarde ? Quand on regarde pour se dire, à quel moment l'onde se transforme en particule, ou comment elle passe par les deux fentes en même temps ?
Eh bien, dès qu'on s'est mis à regarder, hop, il n'y avait plus de frange d'interférence. Comme si la particule savait qu'on va la regarder. Et comme on va la regarder, eh bien, elle n'est pas dans son état indifférencié de nuage, de possibilité de présence. Et là, les physiciens se sont dit la chose suivante. Enfin, je simplifie. La matière, elle est en même temps ondulatoire et en même temps particulière. On ne sait pas à quel moment la particule est particule, mais c'est comme si, dès qu'on ne l'observe pas, ça devient un nuage de probabilité de présence, et dès qu'on regarde, je simplifie, et dès qu'on regarde, elle prend une forme particulière, qui est la particule. Et si on la laisse faire, elle est ondulatoire. Mais là où ça s'est compliqué, c'est que comment la particule sait qu'on va l'observer? Et des expériences encore plus poussées se sont dit, on va faire les expériences, on ne va rien dire, on va enregistrer les résultats, et après coup, on va se dire si on observe ou pas. Eh bien, qu'est-ce qui a été observé? C'est que si on choisissait d'observer les particules, on ne voyait plus d'interférence, c'est-à-dire c'était corpusculaire. Si on décidait de ne pas regarder, le résultat était ondulatoire. Comme si une décision prise après l'expérience avait influencé le comportement de la matière qui se dit je vais prendre ma forme corpusculaire ou ondulatoire. Et ça échappe à l'entendement commun. Ça échappe à l'entendement commun. Néanmoins, la représentation que nous avons du monde aujourd'hui et les observations que l'on fait sur ce modèle nous présentent la matière comme ayant cette caractéristique. Alors, quelles sont ces caractéristiques? Eh bien, l'une, je vais la présenter de façon relativement simple, c'est que la matière n'est pas onde ou particule, elle est les deux. Et de temps en temps, on pense de plus en plus qu'elle est plutôt ondulatoire, en superposition d'états non définis, et quand on la regarde, eh bien, il y a des fragmentations de l'onde, et apparaît une particule, mais qui est, contrairement à ce qu'on pensait autrefois, un état singulier de la matière. Alors qu'autrefois, on pensait que c'était l'état normal, et que la partie onde était différente. L'autre aspect, c'est que, je n'ai pas expliqué l'expérience, mais apparaît la notion de non-localisation. On connaissait déjà avant, lorsqu'on essayait d'observer où sont les particules, on savait qu'il y avait une imprécision. On n'arrivait jamais vraiment à connaître la vitesse ou la vitesse cinétique et la position. Il y avait toujours une imprécision. Une particule n'était jamais vraiment observable, soit on connaissait sa vitesse, soit sa position, mais pas les deux, pour faire simple. Et donc c'est l'incertitude. Et là, on est allé encore plus loin. Et en fait, c'est comme si elle était non localisée. Et puis elle apparaît à un moment donné. Et puis je parlais d'une autre expérience, qui est l'expérience d'Aspect, qui avait été prévue il y a très longtemps, avant la guerre, et qui a été réalisée dans les années 80. Bonjour. L'expérience d'Aspect est la suivante. On prend une partie, enfin on simplifie, on prend un élément qui génère deux particules qui sont liées. C'est-à-dire qu'elles proviennent d'un même élément qu'on a bombardé. Cet élément est bombardé, il émet deux particules. Ces deux particules sont liées et elles partent dans deux directions différentes. On va suffisamment loin et on intervient sur une des particules, notamment on change son spin, qui est une des composantes des variables quantiques. Disons que c'est sa rotation. On change le spin d'une particule et on observe ce qui se passe sur l'autre. Eh bien, il a été observé que lorsqu'on change le spin de cette particule, instantanément, l'autre change de sens de façon à conserver une équation. Et la vitesse et la distance est suffisamment grande et la précision de l'expérience est suffisamment précise pour dire qu'il n'y a pas eu transfert d'information qui, elle, serait limitée par la vitesse de la relativité de la lumière. C'est-à-dire on ne transfère pas d'information plus vite que la vitesse de la lumière. Donc on a constaté quoi? Eh bien, instantanément, la particule qui était là réagit quand on a agi sur l'autre. Instantanément. Comme on ne peut pas franchir, dans la théorie de la relativité, on ne peut pas transmettre une information plus vite que la vitesse de la lumière, la conclusion actuelle, c'est que ces deux particules qu'on imagine être deux, soit c'en est qu'une, soit elles sont ce qu'on appelle intriquées. C'est-à-dire, elles restent reliées dans un plan qui nous échappe,
et dans lequel l'information est transmise instantanément. Et donc apparaît la notion que je vais appeler la notion de non-séparativité des particules intriquées au départ. Et ça, aujourd'hui, c'est des réalités observées par la physique quantique. Donc lorsque nous avons, nous, la représentation du monde que nous avons, eh bien, notre représentation du monde n'est pas du tout ne prend pas en compte les réalités observées du monde quantique. C'est-à-dire deux particules distantes sont reliées et interagissent instantanément, comme si elles étaient reliées. Une particule, le monde n'apparaît pas forcément quand on ne le regarde pas au niveau particulaire. Et vous avez des phénomènes étranges, et on peut aller encore plus loin. On a des phénomènes étranges dans la physique quantique, c'est qu'on peut avoir des états qui théoriquement ne devraient pas exister, parce qu'il y a des barrières d'énergie que normalement on ne peut pas passer. Mais lorsque la matière rentre dans des états de superposition de matière, eh bien curieusement, on peut observer une situation qui normalement ne devrait pas être, avec une certaine probabilité, comme si elle avait passé la barrière et que l'énergie lui aurait été donnée, puis reprise. Alors, je ne vais pas vous assommer avec plus de considérations sur la physique quantique, mais retenons deux choses. Cette non-séparativité, cette non-localisation, et le fait que l'observateur, sous une certaine façon, eh bien, agit sur le résultat de l'expérience qu'on veut faire. Revenons dans l'alchimie. Et revenons dans quelque chose qui est à la base de l'alchimie. À la base de l'alchimie, nous avons la représentation hermétique du monde. La représentation hermétique du monde, c'est une représentation très ancienne. On l'accorde... Alors pourquoi hermétique? Parce qu'on dit qu'elle est condensée dans le Corpus Hermeticum, qui est le traité de la sagesse d'Hermès, avec plusieurs livres qui sont connus, le livre de Pimandre, le livre d'Asclépios et d'autres livres, des traités qui parlent de cette représentation hermétique du monde. Mais un des aspects de la représentation hermétique du monde, qui était très présente chez les présocratiques, c'est que tout est dans tout. Tout est dans tout. Et cette idée que tout est dans tout est une autre façon de penser et de représenter le monde. Parce que déjà, la notion d'échelle peut disparaître, et tout est dans tout, on l'observe également dans certains phénomènes physiques, notamment en optique, où chaque source peut être considérée comme une source lumineuse. Mais laissons la physique. Tout est dans tout. C'est-à-dire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est que dans toute particule, l'intégralité de l'information de l'univers est contenue dans cette particule, est contenue dans cet objet, mais cet objet en manifeste un aspect particulier. Mais à l'intérieur, il y a tout. Cette représentation du monde a ensuite donné, plus tard, et notamment au Moyen-Âge, chez Paracelse et d'autres, le fait de dire qu'il y a un macrocosme, qui est le grand univers qu'on connaît, et il y a un microcosme. Et le microcosme est le reflet du macrocosme. Alors habituellement, on a pris coutume d'appeler le microcosme l'être humain. L'être humain est un microcosme, reflet du macrocosme et de l'univers. Mais ce microcosme, vous n'êtes pas obligé, puisque tout est dans tout, de l'affecter uniquement à l'être humain. Une particule est un microcosme. Un bout d'espace est un microcosme. Mais pour simplement dire ce qu'on retrouve à la base de la pensée hermétique, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ceci dit, par contre, il faut le lire dans une pensée hermétique, dans laquelle on rajoute implicitement, et en plus c'est la même chose. Et ça n'est pas forcément séparé. Ça nous apparaît de façon différente. Alors, retrouvons notre alchimiste. Souvent, en alchimie, surtout aujourd'hui, on dit l'alchimie, oui, mais l'alchimie, c'est de l'alchimie interne. Il faut évoluer, se transformer, et l'alchimie, finalement, oublier la transformation des métaux, oublier l'élixir universel, oublier l'élixir de jouvence, si vous voulez payer pour les avoir, mais vous pouvez oublier. Et ça, c'est quelque chose qui est apparu, surtout au siècle dernier, lorsque vraiment on était dans une pensée matérialiste positiviste.
Et on commençait à connaître ces principes de la physique. Mais reprenons, l'alchimie n'est pas que une, surtout comme on aimerait le dire aujourd'hui, n'est pas qu'une transformation intérieure. Classiquement, l'alchimie, selon les périodes, selon les époques à travers la planète, les visions de l'alchimie sont différentes. Mais prenons celle qui nous est proche, l'alchimie a toujours été représentée dans l'imaginaire populaire, et bien transformer le plomb en or. Transformer le plomb en or. Au siècle dernier, on a dit c'est théoriquement possible, puisqu'on a vu les transformations des noyaux d'atomes. Il suffirait de prendre un noyau d'atome de mercure, qui est très proche de l'or, et puis y rajouter ou en soustraire, je ne sais plus dans quel ordre c'est dans le tableau de Mendeleïev, et on pourrait, effectivement, le bombardant ou en faisant une réaction nucléaire, eh bien, transformer le noyau du mercure en un noyau d'or. Ou pourquoi pas le noyau du plomb, bien qu'il soit plus loin et qu'il faille plus d'énergie. Donc théoriquement, c'est possible. Puisque c'est théoriquement possible et que, en plus, la physique quantique aidant avec les superpositions d'états, en plus, d'un point de vue probabilité, même si elle est très faible, c'est possible. Là où le bas blesse, c'est un petit peu les niveaux d'énergie à mettre en jeu. Mais justement, en alchimie, on disait, allez-y doucement, avec grande diligence. Alors, on peut se poser la question, et la question s'est posée. Si aujourd'hui, d'un point de vue physique quantique, la réaction est possible, eh bien pourquoi les alchimistes d'autrefois n'auraient-ils pas effectivement réalisé la transmutation par des méthodes que nous ne connaissons pas? Je pense qu'il est assez clair qu'ils n'ont pas fait des méthodes telles qu'on les connaît, avec bombardement de haute énergie. Mais par contre, que la matière évolue, c'est une réalité. Rajoutons à ceci cet élément de la physique quantique, qui dit que les particules, elles se comportent autrement lorsqu'on les observe ou pas. Or, qu'est-ce que l'observation? L'observation est un acte conscient. Et la matière apparaît d'une certaine façon en liaison avec cet observateur. Poussons plus loin, ce n'est pas une démonstration, simplement une réflexion. Eh bien, pourquoi pourrait-on pas imaginer que l'alchimiste qui observe sa matière, qui observe ses opérations, qui intérieurement observe sa relation avec le monde, eh bien, ne pourrait pas agir de la même façon sur la matière qu'il est en train de travailler. D'autant plus que cette matière, elle est constituée de particules. Si chaque particule peut réagir, bien pourquoi pas? Donc ces questions ont accompagné les réflexions des alchimistes du siècle dernier et encore aujourd'hui. Allons plus loin, sans rentrer, parce que je ne suis pas spécialiste de la psychanalyse jungienne et de son approche de la synchronicité ni des archétypes, mais lorsqu'on regarde l'approche des synchronicités, ou des coïncidences, ou des signes, parce que souvent il est dit, pour les alchimistes, observer les signes. Les alchimistes devaient observer les signes de la nature, les signes qui se passent autour d'eux, les météos. Eh bien, Jung pensait, si j'ai bien compris, qu'il est possible, enfin il a observé les synchronicités, c'est-à-dire que très profondément, lorsqu'on rentre dans les profondeurs de l'âme, lorsqu'on rentre dans ce qui structure l'âme, et comme on parle d'alchimie, que ce qui transforme l'âme dans ses profondeurs, eh bien ce qui transforme l'âme dans ses profondeurs a une activité. Et il est possible, ou au moins on peut l'envisager, au moins pour la réflexion, que ce qui se passe dans les profondeurs de l'âme soit similaire à ce qui se passe dans les profondeurs de la nature, avant qu'elle ne surgisse pour apparaître sous une forme particulière. De la même façon qu'avant que surgissent dans la psyché des mouvements qui vont se communiquer et qui vont pousser à des réflexions, des mouvements, une façon de vivre, une façon de réfléchir. Donc on pourrait, je ne démontre rien et ce n'est pas une vérité, mais c'est une réflexion que je propose, on pourrait très bien imaginer qu'à la racine de la psyché profonde, qu'à la racine des particules et de la façon dont le monde surgit, eh bien, il y a quelque chose qui soit similaire, voire identique. Et là on rentre dans quelque chose, qui pourrait être ce champ, ce que j'appelle ce champ indifférencié, qui est au-delà de la barrière du temps et au-delà de la barrière de l'espace, lorsqu'on rentre en dessous des distances de Planck,
en dessous du temps de Planck, où aujourd'hui, dans la théorie, dans les modèles mathématiques, le temps disparaît. Et l'espace aussi. Alors, où sommes-nous si nous sommes en dehors du minimum du temps et en dehors du minimum d'espace? Alors, on peut l'appeler comme on veut, mais on peut utiliser le terme, on est dans un champ indifférencié. Et dans ce champ indifférencié, toute l'information est contenue, et c'est comme si ce champ indifférencié était présent dans lequel tout est relié, et il surgit à un moment donné et se communique aux particules, et pourquoi pas à la racine de ce qui se trouve à la racine de la psyché. Et donc ces synchronicités, Hume observait ces synchronicités. De temps en temps, il observait que lorsque quelque chose se passait dans les témoignages qui témoignaient d'un mouvement d'âme, une synchronicité apparaissait. Tout le monde connaît l'histoire du scarabée sur la vitre, lorsque la personne en parlait, et si vous lisez leur livre, paraît autre chose. Reprenons ça pour le langage de l'alchimiste. On a souvent dit que l'alchimiste transformait le plomb en or, avec des opérations. Et notre représentation du 19e, ou même du Moyen-Âge, la métallurgie du Moyen-Âge, c'était une représentation sous forme chimique. Mais avec la physique quantique, on se dit, ok, c'est une transformation nucléaire. Et si on va encore plus loin et qu'on descend dans le champ indifférencié, descendre dans le champ indifférencié, ça veut dire sortir de l'espace et du temps. Lorsqu'on sort de l'espace et du temps, on est dans un endroit où les causes et les effets sont une et même chose. On est dans cet endroit, et de cet endroit surgit le monde, et surgissent les particules, et surgissent ensuite les éléments. Donc en fait, ce qui se passe, si on considère l'alchimiste opérant la transmutation, on peut très bien envisager que c'est une synchronicité. C'est qu'à un moment donné, sa matière surgit comme étant de l'or, de la même façon que dans son âme, surgit de ses profondeurs quelque chose qui est en correspondance. Alors qu'est-ce qui est en correspondance avec le surgissement de l'or et la transformation du plomb en or? Faisons une petite parenthèse symbolique. Les alchimistes utilisaient des mots, mais derrière ces mots, il y avait quantité d'idées qui étaient reliées. Et les plus courantes, le plomb représente Saturne. Saturne représente le temps. Saturne représente la pensée. Saturne représente les formes. Saturne représente les limites. D'une certaine façon, Saturne représente aussi la mort, tout ce qu'amène le temps. Et Saturne, et donc le plomb, représente aussi tout ce qu'amène et tout ce que crée, tout ce qui est relié à Saturne. Transformer le plomb en or dans un langage hermétique, c'est transformer le temps en or. C'est transcender les formes pour atteindre l'or. C'est transcender la mort pour atteindre l'or. Qu'est-ce que l'or? L'or, c'était le soleil. Qu'est-ce que le soleil? Le seul astre dans le système qui émet une lumière. Il est tout seul. Il est tout seul. D'où la racine sol, solitude. Le soleil est le seul à émettre. Et le soleil, justement, émet son énergie par des fusions nucléaires, par une fusion thermonucléaire. Le soleil est seul. Et c'est lui qui donne la vie dans l'univers, en général d'un point de vue symbolique. Donc, transformer le plomb en or, c'est aussi transformer la mort en vie. C'est aussi transcender la limite. Et transcender la limite et la forme, on l'a dit tout à l'heure. Comment sortir du temps et des formes? C'est aller au-delà du temps de Planck, en dessous des distances de Planck. Alors peut-être que c'est poétique, peut-être que c'est symbolique, mais aujourd'hui on est en droit de penser que transformer du plomb en or peut évoquer la même chose que rentrer dans le champ indifférencié, en dessous du temps de Planck et des distances de Planck. Et si vous lisez d'autres théories actuellement, comme les représentations de la matière, supermatière, psychomatière, holomatière de Ramsford,
ou si vous rentrez dans des considérations de Nassim Haramein, de l'univers connecté, eh bien nous sommes complètement dans cette représentation de l'univers. L'univers est entièrement connecté dans ce champ indifférencié, et lorsqu'il sort, il sort comme une musique, comme une harmonie des sphères qui fait que des choses prennent forme. Et là on arrive dans le dernier aspect de ce que peut être un attribut de l'alchimiste. On dit que l'alchimiste, en fait, à la fin de sa quête, participe et coparticipe à la création. Parfois c'est dit autrement. Parfois il est dit que la nature n'étant pas entière, ou selon les approches, n'étant pas pure, ou n'étant pas ce que vous voulez, l'alchimiste y participe, soit par la rédemption, soit par la purification, soit par la perfection. Mais toujours est-il que l'alchimiste participe à la création du monde. Et lorsqu'on part du principe que le temps n'existe pas, en réalité, puisque c'est que des bouts de temps, des boules de temps, des interstices de temps, eh bien l'alchimiste se retrouve à l'origine des mondes. Mais non pas à l'origine dans un passé lointain, à l'origine de la façon dont il surgit. Ça veut dire que l'alchimiste a fait le chemin pour aller jusqu'à la racine de sa psyché. La racine de sa psyché est à la racine de l'émergence des mondes, et il participe à l'émergence des mondes. Et ceci est quelque chose d'étonnant, qui n'est pas une vérité, mais qui sont des propos que des personnes qui s'intéressent à l'hermétisme, à l'alchimie et à la physique quantique peuvent intégrer dans leur réflexion. Voilà les éléments principaux que je voulais présenter dans cette courte conférence sur alchimie et physique quantique. Tout n'est pas dit, tout n'est pas révélé, tout n'est pas vrai, rien n'est faux, mais pour la conférence que je voulais faire et l'échange qui peut en suivre, si vous le souhaitez, eh bien, c'est complet. Et je suis ouvert à vos questions. Si. Une question ? Ouais. Ok. Est-ce qu'il est possible pour un alchimiste qui travaille sur sa matière, qu'il arrive à la matière première, comme certains alchimistes le disent, et donc il arrive à ce moment-là à la matière première de l'univers, donc une sorte de particule élémentaire qui soit à ce niveau quantique, reliée à toutes les autres dans l'univers, parce que tout est relié à ce niveau-là. Oui. Et s'il agit sur celle-là, il agit sur le monde entier. S'il agit sur celle-là, il agit sur le monde entier. Alors, prenons ce fil et regardons dans le contexte des éléments présentés. Alors effectivement, les alchimistes, dans les anciens traités, on disait toujours, il faut trouver la matière première. La matière première, c'est laquelle? Alors on serait tenté de penser que c'est la particule, la première. Parce que nous sommes encore branchés sur le fait qu'il existe un petit bout de réalité. Mais en physique quantique, on dit oubliez le bout de réalité. Ça, c'est un état singulier de la matière. La représentation qu'on pourrait de plus en plus se faire de la matière, c'est que ce n'est pas une particule particulière. C'est une superposition de possibilités d'apparition de particules. Mais qu'importe, prenons le débat. Un alchimiste cherche sa matière première. Considérons que que sa matière première y descend, il rentre en relation, sa psyché rentre en relation, son être profond rentre dans ce champ indifférencié. Nous sommes dans une représentation hermétique du monde. Tout est dans tout. Donc à la racine de l'alchimiste se trouve quoi? Tout. Tout. Donc s'il est actif à cet endroit-là, il est actif partout. Et on retrouve ici une représentation hermétique, quand on dit « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Et tout à l'heure, je citais sur le chemin cette phrase que je ne peux hélas pas citer de mémoire seulement, je crois qu'elle est d'Angelius Silesius, qui disait « Ne pense pas que l'étoile soit insensible à l'éclosion de l'aubépine ». Où nous avons un processus vivant qui est en train de se réaliser dans l'éclosion de l'aubépine, et il disait « Ne pense pas que l'étoile, très loin, soit insensible ». Qu'est-ce que l'étoile très loin dans le cosmos? Elle représente
elle est à des années-lumière, elle représente ce qui était avant le système solaire, avant les planètes, avant les protéines, avant la vie organisée, avant qu'éclose une petite fleur. Mais dans la fleur, d'un point de vue hermétique, il y a tout. Mais pas seulement tout d'un point de vue symbolique, effectivement, d'un point de vue de la matière ou de l'univers connecté, toute l'information. Puisque ces petites molécules et ces petites particules qui font la fleur, elles la font ici. Mais nous savons très bien que la matière qui constitue notre système solaire, c'est déjà au moins la première ou la deuxième réincarnation, pour parler ainsi, d'un système. Il y avait d'abord des étoiles qui ont explosé, qui ont donné d'autres étoiles, qui ont explosé, qui sont condensées, et tout ça se souvient de l'origine. Surtout si on prend cette notion de la non-séparativité et des particules intriquées. Donc, si l'alchimiste, pour donner une réponse, pas pour répondre définitivement, mais on pourrait imaginer, si un alchimiste agit sur la matière première, qu'elle soit la particule au moment où elle émerge, ou le plan sous-jacent à partir duquel elle va émerger, et bien agissant là-dessus, c'est pas qu'il agit sur l'intégralité de l'univers, mais il est présent dans ce qui agit dans l'univers. C'est ce que je dirais. Et co-participe à la création. Il n'y a pas que les alchimistes qui ont dit ça. Nous sommes à Strasbourg ici, et il y avait très connu un mystique à Strasbourg qui est Maître Eckhart. Maître Eckhart que les officiels de l'Église ont toujours essayé de coincer, parce qu'il était un peu trop mystique. Mais pourtant, c'était un très bon chrétien, donc c'est toujours très, très difficile. Et un ami m'a raconté un jour, je ne sais pas si c'est vrai, mais de toute façon, ça rentre dans l'esprit, lorsqu'on lit les traités d'inquisition, enfin, ou ces traités de procès, l'idée, c'était toujours de les coincer. Et on a voulu coincer, paraît-il, si c'est pas vrai, ne m'en voulez pas, ça sera une anecdote, on a voulu coincer Eckhart en disant, on va lui poser la question suivante, quel est votre rapport à Dieu? Et on verra bien ce qu'il va répondre. Puis on lira dans le traité si on peut le coincer ou non. Et Maître Eckhart aurait répondu quelque chose de cette nature. J'étais à l'origine avec Dieu, et sans moi, il ne créerait pas. Et il était brûlé... Il a été brûlé instantanément, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a dû peser dans le procès. Je ne sais pas si c'est vrai. Je pense, pour ceux qui connaissent la pensée de Maître Eckhart, et puis peut-être qu'ils savaient que de toute façon il serait coincé, mais ça n'est pas propre aux alchimistes. Hein. C'est lorsqu'on rentre dans la profondeur de la psyché, dans la profondeur de la matière, dans la profondeur de la vie, eh bien il est fort possible. Et Jésus a dit à peu près la même chose. Moi et le Père ne font qu'un. Effectivement, un registre entièrement différent. Moi et le Père ne sommes qu'un. Et il a été crucifié. Oui. Alors il faut savoir quel Père. Hein. Il en avait 3 quand même. Il avait le Père adoptif, Joseph. Il avait son Père qui est dans les cieux. Et puis il avait le Père géniteur, le Saint-Esprit. Mais c'est une parenthèse qui ne rentre pas dans cette conférence. Et peut-être que les 3 font 1. Et là, on rentre à nouveau dans l'alchimie. Oui, c'est pour ça qu'il a dit le Père. Oui. Alors, pourquoi cette petite anecdote? En alchimie, il existe un dicton, pas un dicton, mais on dit souvent, et c'est représenté, un vase, un feu, une matière. Et l'alchimiste commençait à réfléchir. Qu'est-ce que le vase? Et à défaut de savoir, il fabriquait son vase. Son vase devait tenir au feu, etc. Qu'est-ce que le feu? Et il s'entraînait, à défaut de savoir, trouver l'origine du feu, pas trop chaud, pas trop froid, etc., etc. Et puis ensuite, le feu, est-ce que c'est juste des flammes? Est-ce que c'est leur feu? Est-ce que c'est le feu interne? Est-ce que c'est un feu extérieur ou est-ce que c'est le feu interne? Aujourd'hui, avec la physique nucléaire, on sait très bien qu'il y a un feu dans la matière. Et puis la matière. Il fallait trouver la matière. Et ce que j'aime rajouter à ça, c'est déjà, il y a toute la réflexion, qu'est-ce que le vase? Qu'est-ce que le feu? Qu'est-ce que la matière? Dans une pensée hermétique où tout est dans tout, eh bien, la matière peut très bien être celle du vase.
Et le feu peut très bien être celui de la matière. Et ça peut très bien changer d'un moment à l'autre dans les différentes opérations de l'œuvre. Et ce que j'aime apporter dans la pensée hermétique, si tout est dans tout, c'est qu'aussi qu'à sa racine, ça n'est qu'une grande chose. Donc lorsqu'on dit un vase, un feu, une matière, ça ne sont pas trois choses. Trois fonctions. Non plus. Trois fonctions peut-être. Mais c'est une chose. Une chose. Alors je ne veux pas faire le parallèle, est-ce onde, est-ce particule, ou est-ce ce qui est en dessous de l'onde et de la particule, c'est-à-dire l'impulsion qui l'a fait jaillir et sortir du champ indifférencié, mais pourquoi pas. Mais je n'ai pas fait ce lien, c'est simplement votre conversation sur le Père et moi sommes un, et cette petite boutade sur les trois papas de Jésus. Et peut-être les trois, on peut les associer aussi avec la Trinité. Le feu, la vase et la matière. Ah, tout à fait. On peut très bien. On peut très bien. N'hésitez pas si vous avez des questions, puisque c'est l'idée. L'idée, c'est d'alimenter ce débat et puis de faire surgir des... Alors, une question, c'est quel est le sens de la vie ou de la naissance de l'homme sur Terre par rapport à la matière indifférenciée? Quel est le sens de la vie ou de la naissance de l'homme par rapport à cette notion de la matière indifférenciée? Eh bien, je ne sais pas, mais on peut se poser la question. Et d'autres se sont posé la question. Alors, certains ont exprimé, je pense à Pascal, Blaise Pascal, ou je pense à l'hermétisme. Reprenons l'hermétisme, puisque c'est un sujet qu'on n'a pas abordé. Merci pour la question. Pascal disait, pour tous ceux qui ont étudié Pascal à l'époque, eh bien que l'homme est la clé de l'univers. Non seulement c'est la clé de l'univers au sens qu'il y a autant d'échelles plus petites que lui qu'il y a d'échelles plus grandes que lui. Hein, lorsqu'on multiplie par 10, par 100, par 1000, eh bien on retrouve les étoiles, le ciel, le cosmos. Et lorsqu'on rentre par division, on retrouve les molécules, etc., jusqu'aux particules. Donc il est la clé parce qu'il est au centre de cette échelle, mais il est aussi la clé parce qu'il semblerait que c'est lui qui observe l'univers et qui peut-être peut le comprendre. Qu'est-ce que dit l'hermétisme par rapport à l'homme? Alors ça c'est très important, comme il y a eu des réponses, comme il y a eu des questions par rapport à Dieu, l'hermétisme est quelque chose qui est radicalement différent de la représentation habituelle qu'on a, Dieu crée l'homme. En hermétisme, Dieu crée l'univers. L'univers crée le temps, etc. Et ensuite, le monde, et le monde crée l'homme. Ce n'est pas la même chronologie. C'est pas la même chronologie. Et qu'est-ce qu'on peut lire dans les traités du Corpus Hermeticum? Deux choses par rapport à cette question. Dans un des discours, je ne sais plus si c'est Asclépios ou Tate, il demande « Qu'est-ce que l'homme ?» Et une des réponses, c'est « L'homme est un Dieu mortel. » Non, la question c'est d'ailleurs quelle est la différence entre Dieu et l'homme. L'homme est un Dieu mortel et Dieu est un homme immortel. Reprenons-la dans le contexte de cette conférence. Je ne vais pas dire que la partie ondulatoire est Dieu, et que la partie homme est la particule. Mais on pourrait, pour la réflexion, faire cette réflexion. C'est-à-dire lorsque la superposition des états, ou d'un point de vue quantique, pratiquement tout est possible et c'est relié à tout, surgit sous forme d'une particule, eh bien, ce qui était immortel devient spécifique, mais mortel. Et inversement. Lorsque la particule, eh bien, à nouveau rentre dans son état superposé ondulatoire de probabilité de présence, on pourrait dire effectivement que cette onde est à nouveau la particule qui est rentrée dans l'éternité, mais ce n'est pas tout à fait l'éternité, ou rentrée dans une manifestation. Alors il y a un autre aspect par rapport à quel est le sens ou le but de l'homme dans tout cet univers. Le Corpus Hermeticum dit également la chose suivante sur cette dualité. Il dit « De tous les êtres de la nature, seul l'homme est double.
immortel selon son esprit et mortel selon son corps. Donc on peut prendre, enfin s'il fallait creuser cette question, je creuserais en marchant dans ces deux savates. Mais quelque part, on trouve l'homme donnant le sens à l'univers, puisqu'il est à l'intersection. Et on retrouve cet autre aspect de l'observateur. Il existe d'autres traditions où il n'est pas sûr que le monde existe si personne ne l'observe. D'un point de vue psychologique, c'est pareil. Certaines approches disent que vous n'existez pas ou vous n'existez que dans le regard des autres. Les particules prennent un aspect particulier seulement si on les observe. Si on ne les observe pas, elles mènent leur vie tranquille. Et si vous poussez un peu plus loin d'un point de vue purement intellectuel, et personne ne pourra démontrer que ce n'est pas vrai, malgré la surprise, personne ne peut dire, vous avez posé la question, que l'univers continuera d'exister si vous n'en êtes plus conscient. Personne ne pourra vous le dire. C'est-à-dire, il est possible que vous soyez le seul qui donniez sens à l'univers, et que l'univers que vous voyez est peut-être le seul qui existe. Et que nous tous, on est des figurants. Et même, je vais même plus loin, je l'ai vu dans une BD, vous ne voyez pas ce qui est derrière. Poussons le raisonnement, qui frise le non-sens. Mais personne ne peut vous prouver que ce que vous ne voyez pas existe. On pourra vous dire, si, regarde, j'ai le miroir, t'as qu'à regarder dedans, j'ai pris des photos. Mais vous ne voyez pas ce que vous ne voyez pas. Vous voyez quelqu'un qui vous fait croire ce qu'il y a derrière. Vous pouvez faire un raisonnement qui vous dit, il est impossible de prouver que ce que je ne vois pas existe effectivement. Dans ce mode de raisonnement. Pour la personne elle-même. Pour la personne elle-même. C'est la conscience qui n'existe pas et alors rien n'existe. Pour... Ça veut dire que tout est conscience, ce que vous dites. Je ne sais pas. Mais c'était un petit peu une boutade pour dire qu'il faut sortir des pensées habituelles. De penser que les choses sont séparées, que si on rentre dans l'approche hermétique des choses, que tout est dans tout, et en plus des particules intriquées, on pense être séparés. Mais c'est pas dit. Et en plus, tout est dans tout. Pour l'hermétiste, l'univers contient tout. Et tout ce qu'il y a dans l'univers n'est peut-être que l'expression particulière d'une et même chose qui a sa racine et le tout. Et quelle est la place de l'homme là-dedans ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on peut se dire, je suis conscient d'un certain nombre de choses qui se passent. Il est possible que l'homme soit celui qui, par son regard, fait émerger le monde d'une certaine façon qui correspond à son regard. C'est possible. Je suis ni philosophe ni physicien, mais je l'envisage, je ne l'exclus pas, au moins pour la richesse de la réflexion. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui. C'est pas une réponse, c'est pas une vérité. Hein. C'est pas une vérité. C'est une façon de voir ou d'envisager. Monsieur ? Je voudrais savoir comment il travaillait l'alchimiste. Donc ces trois moments dont vous nous avez parlé, la pierre philosophale, l'élixir, la transformation des métaux, concrètement, comment ça se produisait. Et aussi, cette expérience dont vous nous avez parlé de l'alchimiste qui arrive avec son psychisme plongé dans l'indifférencié, donc il me semble en forme de méditation, comment se produisait cette méditation? Alors vous voulez savoir, oui, comment procédaient les alchimistes pour arriver aux différentes transformations, et comment, in fine, ils se connectaient à la racine de... Alors si je vous le disais, déjà, il faudrait que j'ai les mots, et vous n'allez pas forcément me croire, mais je vais vous répondre de façon que répondent les alchimistes, mettez-vous à l'œuvre. Il existe de nombreux... À se remettre à l'œuvre, ça peut dire soit lire les traités, soit se mettre à l'œuvre. Il n'existe pas de méthode particulière, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais il existe des méthodes qui ont été consignées par les alchimistes. Il y a différentes alchimies aujourd'hui, si vous voulez quelques indications. Globalement, il ne faut pas exclure que soit c'est de la pharmaceutique du Moyen-Âge, où on travaille sur les métaux,
où on travaille sur des végétaux et on transforme, et on regarde les processus de vie, de distillation, de transformation, de calcination, d'extraction des sels, etc. Soit on travaille sur de la métallurgie du Moyen-Âge, hein, c'est-à-dire on prend des minerais, on les transforme, etc. Extérieurement, c'est ça les opérations, extérieurement. Maintenant, et puis il en existe plusieurs. La matière première peut être des végétaux, ça peut être des animaux, ça peut être des minéraux, des métaux. Ce qui est important, je pense, et c'est je ne pratique pas dans un laboratoire, je tiens à le préciser. Donc je ne me considère pas alchimiste. J'étudie l'alchimie depuis très longtemps, j'étudie la pensée hermétique, et je pratique, si vous voulez, mais sur la matière première, qui sont les livres et les traités. Il y aura un jour un laboratoire, mais je ne me suis pas mis au feu, à la cornue ou au creuset. Mais on Néanmoins, parle d'un laboratoire physique. On peut avoir... Oui, alors je ne rentre pas non plus dans cette considération où je considère que mon corps est la tanor et que la matière qui me constitue est la matière et que le feu est celui de ma conscience. Personnellement, je ne rentre pas là-dedans. Mais il existe des voies qui considèrent cela. Je vous le dirai le jour où je me mettrai à l'ouvrage extérieur. Je peux quand même vous dire quelle est ma voie. J'ai rencontré des alchimistes il y a quelques années, il y a une quinzaine, enfin je rencontre souvent, mais il y a une quinzaine d'années, j'ai rencontré des alchimistes particuliers qui venaient des États-Unis et qui étaient sans doute de l'école de Frater Albertus, si vous connaissez. Et on a échangé pendant toute une soirée avec un autre ami qui était féru d'alchimie, et il nous racontait tout ce qu'il faisait dans cette école. Je crois que c'est le Paracelsus Institute ou quelque chose comme ça, je ne connais pas très bien. Mais qui repose, une grande partie repose sur Frater Albertus. Donc philosophe, un petit peu les philosophies de la nature, un petit peu Paracelse, c'est toute cette vision. Et on échange, et à la fin, on parle d'alchimie, bien sûr, et il nous dit la chose suivante, à mon ami et à moi. Il nous dit, mais venez chez nous, passez 3 mois chez nous, et en 3 mois, vous ferez beaucoup plus que beaucoup de personnes font en 3 mois, en 3 ans ou en 10 ans. Alors, je suis parti avec ça, je me suis dit, il est en train de vendre sa sauce, comme beaucoup, mais c'est resté dans ma conscience. Et c'est resté dans ma conscience de la façon suivante. En hermétisme, il n'y a pas de moment, pas de début, pas de fin. Vous faites un travail, que ce soit sur les livres, que ce soit sur vous-même, que ce soit sur la nature du feu, sur la nature de la matière, que ce soit un voyage à Compostelle, etc. Vous travaillez, si vous êtes honnête, à la recherche des mystères de l'univers et des forces qui créent la transformation, qui amènent la vie, qui amènent la connaissance de l'univers. Tout ceci se passe. Et il est fort possible qu'au moment où on se met à l'œuvre, eh bien, tout ce qui est prêt s'exprime. J'espère avoir cette grâce, et je le verrai en temps venu. Mais comment on pratique les alchimistes? Souvent, la réponse la plus classique que vous entendrez, c'est ora et labora. Travailler et prier. Alors il faut apprendre à travailler, il faut apprendre à trouver son vase, il faut apprendre à trouver sa matière. Certains disent, prenez ce que vous voulez. Et ce que vous avez, c'est votre matière. D'autres disent, le mercure suffit. D'autres vous disent, prenez de l'antimoine ou un sulfure d'antimoine. D'autres vous disent, prenez des plantes et travaillez. L'important, c'est de travailler. Pour moi, l'important, c'est de travailler et de se relier à ce qui se passe. Et de rentrer, j'utilise ce terme, de rentrer en synchronicité. C'est-à-dire prier. La prière n'est pas la synchronicité, mais la prière, c'est cette imploration de vouloir comprendre, de vouloir participer, de vouloir être participant à ça. Et cette imploration crée une ouverture dans le regard, une ouverture dans le cœur, une ouverture dans la conscience, ce que vous voulez, mais crée une ouverture. Et là, on rentre dans l'hermétisme. C'est-à-dire que le disciple hermétique est prêt, lorsqu'il est prêt à créer un espace dans lequel la lumière rentre, cette lumière le transforme son regard, transforme son être, et crée un espace dans lequel cette lumière crée son propre monde, d'un point de vue hermétique. Et c'est ce que je considère être la prière de l'alchimiste. Et comme je le disais tout à l'heure, cette lumière change son regard, et si son regard change sur lui-même et change sur la matière, il est fort possible que dans le plan indifférencié, les opérations commencent à avoir lieu dans toute la possibilité que permet la nature, qui n'aurait pas lieu si on regarde simplement les choses d'un point de vue extérieur.
Il s'agit de transformer le plomb en or. Le plomb, c'est la limite extérieure, c'est ce qui apparaît au premier regard. L'alchimiste rentre dans l'intérieur de la matière, dans l'intérieur de son être. L'intérieur, ce n'est pas quelque chose qui est invisible, si on regarde de l'intérieur. Mais c'est invisible au premier regard. Et donc, trouver le deuxième regard, le troisième regard, le quatrième regard. Comme il est dit dans les 7 jours de création, il y eut un jour, première lumière, il y eut un deuxième jour, deuxième lumière, etc., etc. Et vous avez des traités d'alchimie qui sont cadencés sur les 7 jours de création. Vous avez des traités d'alchimie qui sont cadencés sur les 12 travaux d'Hercule. Vous avez des traités d'alchimie qui sont cadencés sur les transformations à la métamorphose des plantes ou des minéraux. Et les plus connus, enfin pas forcément les plus connus, mais ceux qui me sont le plus connus, sont les fameuses phases de l'œuvre au noir, de l'œuvre au blanc et de l'œuvre au rouge. L'œuvre au noir étant souvent représentée par la phase nécessaire de chaotisation de la matière. C'est-à-dire qu'elle retourne dans un chaos. Et intérieurement, l'alchimiste sur la quête, dans son âme, quelque chose retourne au chaos. Lorsqu'on retourne au chaos, on retourne dans un champ indifférencié, dans une structure de la matière indifférenciée, dans laquelle elle est libre de la forme. On a déjà vaincu le plomb. Et elle est capable d'en reprendre une nouvelle. De la même façon que votre âme et votre regard sur la matière est capable de se transformer et de jeter un nouveau regard sur la matière. Et par synchronicité, eh bien, cette matière change. Alors ensuite, on a beaucoup intégré des notions judéo-chrétiennes de purification et autres, mais on rentre dans la phase au blanc. C'est-à-dire que cette matière qui a ressurgi du chaos, c'est une matière à laquelle vous avez participé. C'est-à-dire, dans cette matière, après l'œuvre au noir, il y a quelque chose de vous. Et dans votre psyché, il y a quelque chose de la matière. Donc cette matière est en train de vous dire, par l'intermédiaire de la racine de la psyché, voilà ce que j'aimerais que tu fasses de moi. Et dans la matière, il y a quelque chose de vous qui dit, je sais ce que tu veux et on va le faire ensemble. Et c'est imagé, hein. Et les deux évoluent ensemble. C'est la phase au blanc. Dans cette phase au blanc, eh bien, il y a des choses différentes qui se passent. Avec des phases intermédiaires qu'on appelle souvent la queue du pan, ou les lyres, ou la phase du citron, enfin la phase jaune. Mais c'est surtout ensuite une phase où, eh bien, autre chose prend place. Et ce qui prend place, c'est ce qu'on a accueilli dans l'âme et dans la matière, c'est-à-dire cette lumière. Hein, si vous lisez certains alchimistes, ils parlent de 2 lumières dans le monde, certains même de 3. Cette lumière a pris place et elle jaillit. Et cette lumière peut très bien être cette liberté fondamentale qu'ont les particules, à un moment donné, de ressurgir par elles-mêmes d'une certaine façon, sans cause. Et ensuite, vous passez dans l'œuvre rouge. Je ne peux pas forcément vous en parler. Certains en parlent, personnellement, j'en parle pas. Où on rentre dans une 3e phase. Et c'est après l'œuvre rouge où vous avez les matériaux nécessaires pour créer la poudre de projection qui transforme tout en or, où vous avez la possibilité d'accéder à l'élixir de longue vie et à la pierre philosophale qui donne la connaissance universelle. Quand même, qu'est-ce que c'est cette œuvre rouge? On peut dire un nom. Je vais le dire. Qu'est-ce que c'est que cette œuvre rouge? On parle de ça, alors qu'est-ce que c'est le mystère? Je peux vous dire ce qu'on en dit, mais ce qui est important lorsque... Enfin, pour moi, ce qui est important, c'est toujours de ne parler que de ce qu'on connaît. Alors il y a 2 choses qu'on connaît, c'est ce qu'on a entendu, et puis avec les... Ce qu'on reconnaît comme vrai, peut-être. Ce qu'on reconnaît comme vrai, ou les choses qu'on prend et qu'on habille avec notre vérité, ou avec notre recherche. Vous me posez la question, donc je vais donner une réponse, qui n'en est pas. Qu'est-ce que l'œuvre rouge? Eh bien, allons-y, question pointue. Dans le contexte de cette conversation. Alors, important, nous n'avons pas parlé du mercure, qui est l'élément essentiel en alchimie. Certains traités, vous vouliez savoir certains traités disent « le mercure suffit ». Le mercure suffit. Alors, qu'est-ce que le mercure? Et en particulier, une forme d'alchimie qui associe le langage des oiseaux. Un traité hermétique
vous ne le comprenez pratiquement jamais. Vous le lisez, vous avez une impression. Les formules alchimiques, vous les pratiquez, certaines aboutissent, certaines sont claires, d'autres deviennent claires lorsqu'on rentre dans une symbolique et une connaissance, puis d'autres restent obscures, restent hermétiques. Qu'est-ce que le mercure? Je vous pose la question. Faisons une approche toute simple, hein, mythologique, symbolique, et rentrons plus loin. Le mercure représente le dieu messager. Le messager entre les dieux et les hommes, ou entre le ciel et la terre, comme vous voulez. Donc c'est un élément qui est dans l'air. Dans l'air, qui sont les habitants de l'air? Sont les oiseaux. Donc les alchimistes utilisent souvent, enfin certaines catégories d'alchimistes utilisent la langue des oiseaux. C'est-à-dire qu'ils vont parler d'une certaine façon que va comprendre l'esprit. Alors on peut se dire, est-ce qu'il y a en moi quelque chose qui va comprendre ça? Certaines personnes diront, une partie de votre cerveau va comprendre, parce qu'inconsciemment, il y a des phonèmes qui vont être exprimés, et qui, si vous les inversez, etc., vont créer des associations dans les profondeurs de la psyché. La psyché va se réveiller et ça va vous donner des indications. Par exemple, la plus basique chez les alchimistes, c'est le corbeau. Le corbeau représente l'œuvre noire, souvent. Le corbeau représente l'œuvre noire, mais si vous l'inversez, au sens phonétique, langue des oiseaux, c'est le beau corps. Il est associé à Apollon. Apollon, c'est un dieu solaire. Donc, dans l'œuvre noire, où on pense être la mort ou la chaotisation, contient en fait le soleil. Là, je l'explique, donc ça n'a aucun effet transformant. C'est juste intéressant pour l'intellect. Mais on peut considérer que la langue des oiseaux parle quelque chose qui échappe à l'intellect. Et justement, je suis persuadé que le langage hermétique, une des fonctions du langage hermétique, c'est d'arrêter le mental. Puisque le mental, c'est Saturne, c'est le plomb, c'est ce qui donne forme et ce qui arrête les choses. Et dès que vous arrêtez les choses s'arrêtent dans la façon dont vous les regardez. Donc le monde n'est qu'un reflet de vous-même. Si vous manquez quelque chose, il ne sera pas dans le monde. Si vous cherchez quelque chose qui vous manque, vous ne le trouverez pas dans le monde. Le monde est le reflet de ce que vous êtes et reflet de ce qui vous manque. Donc l'alchimiste va travailler en transformation. D'où cette phase de chaotisation, l'œuvre noire. Mais vous avez parlé de l'œuvre rouge. Vous m'aviez dit, parlez-moi de l'œuvre rouge. Et vous m'avez bien collé, là. Et Mercure. Ah oui, voilà, utilisons Mercure. Mercure, c'est l'intermédiaire. L'intermédiaire qui crée la liaison. Je vous remercie. L'intermédiaire qui crée la liaison. Aujourd'hui, lorsqu'on prend des notions de physique quantique, tout est connecté. Tout est connecté. Tout est un. Ce un, si le Mercure suffit, il est messager quand on considère que les choses sont séparées. D'accord? Le ciel est séparé de la terre, donc il faut des anges qui circulent, angelos. D'accord? Dieu, on peut l'imaginer extérieur à l'homme. On peut l'imaginer, donc il faut des anges qui circulent entre les deux, des hiérarchies. Le Mercure a cette fonction. Si on rentre maintenant dans la physique quantique et dans le champ indifférencié, et rappelez-moi si je me perds de revenir à votre question, parce que je vais faire une parenthèse. Prenons la lumière, et prenons une étoile. Aujourd'hui, on entend souvent « j'ai vu une galaxie qui est à 4 années-lumière ». J'ai vu des pulsars qui sont à 12 années-lumière, j'en ai vu qui sont à X années-lumière. Qu'est-ce que représente cette distance qu'on considère être une distance de temps? On considère que la lumière part de là-bas, elle file à 300 000 km/s et elle met 4 ans pour arriver où? Dans notre rétine au fond de l'œil. Et là, ça crée une petite réaction chimique et on a une apparition et on voit une étoile. Donc lorsqu'on voit une étoile, on considère aujourd'hui que c'est un photon qui est parti de l'étoile, qui a voyagé pendant 4 milliards d'années, couvrant 4 milliards d'années-lumière de distance, pour rentrer dans votre œil et mourir et donner l'impression qu'il y a une étoile là-bas. La relativité générale dit que plus vous approchez de la vitesse de la lumière, plus ces distances d'espace en fait se raccourcissent. Se raccourcissent, se raccourcissent, se raccourcissent. Et faisons le même chemin qu'a fait Einstein lorsqu'il a commencé à réfléchir sur la relativité générale. Il s'est posé la question suivante, il s'est imaginé, tout le monde connaît cette anecdote, il s'est imaginé sur un cheval chevauchant un rayon de lumière, ou lui-même le rayon chevauchant ça en se disant qu'est-ce que je vois si je vais à la vitesse de la lumière. Eh bien je vous pose la question,
Si vous voyagez à la vitesse de la lumière, d'accord? Et que vous êtes à une étoile qui est à 4 millions d'années-lumière, que vous êtes là-bas avec ce rayon, assis, accroché, et vous dites je ne te quitte pas, et je vais voyager avec toi. Qu'est-ce qui se passe si on pouvait supposer ça? Il va arriver, moi j'observe, le rayon il arrive 4 milliards d'années plus tard. D'accord? Mais vous qui êtes sur le rayon de lumière, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Combien de temps s'est écoulé? 0. 0. Il n'y a pas de zéro. Il n'y a pas de distance entre le départ de la lumière et l'arrivée de la lumière pour la lumière. 0. Alors ça échappe à l'entendement et même à la représentation. Mais si on suit la représentation du monde donnée par la relativité générale, 0. Et vous qui avez posé des questions par rapport à Jésus, je vous la rends. Quand il dit « rentrer dans la lumière », ça veut dire quoi? Rentrer dans quelque chose où il n'y a plus d'espace, plus de temps. Alors ça peut être soit l'éternité, soit le présent. Soit le plan indifférencié duquel tout surgit. Et ça veut dire que dans un plan plus élevé, on peut dire que toutes nos incarnations, c'est 0. Dans un plan plus élevé, on pourrait dire que toutes nos incarnations sont 0. Déjà, enfin personnellement, je ne crois pas à la réincarnation. Personnellement, hein, mais on peut envisager le concept de réincarnation. Attendez, est-ce que ça veut dire 0? Je réponds quand même à votre question. Peut-être. Peut-être. Alors pourquoi je dis j'y crois pas? C'est parce que c'est juste pour titiller tous ceux qui y croient. En fait, je ne sais pas. Mais la question que je pose, avant de parler de réincarnation, parlons déjà d'incarnation. Qu'est-ce qui s'incarne? Ensuite, on verra s'il y a nécessité d'intégrer la notion de réincarnation ou si c'est une fuite. On peut dire que cette incarnation, c'est 0 alors. On peut le dire. On peut le dire, dans ce cas, c'est 0. C'est 0. On peut le dire dans cette réflexion. Mais je n'ai pas fait cette réflexion, madame. Mais si elle surgit dans votre conscience, dans ce débat, eh bien, disons-le. Disons-le. Et qu'est-ce que ça induit? Si toutes les incarnations et toutes les réincarnations ne font qu'une, ça induit quoi? Aller jusqu'au bout, oser? Ça induit qu'il y a un total, un parfait, on peut dire une dimension où tout est tout et vous êtes tout. Oui. Oui. Et on arrive à des constatations qui sont à la racine, qui sont les mêmes qu'aujourd'hui, eh bien, apparaissent dans le langage de la physique quantique, étaient dans le langage des alchimistes, est à la base de la pensée hermétique. Et qu'on peut retrouver sans doute, et puis on est justement dans la bonne bibliothèque ici, sans doute dans toutes ces religions et ces cultures anciennes de toutes les parties du monde. qui parle de dimensions plus élevées, ou la dimension de la monade, ou la dimension de la source, où tout est immuable. Où tout est immuable, tout est relié, tout est une seule et même chose. Oui. Et c'est la même chose. Peut-être, à sa racine. Peut-être à sa racine. Et ensuite, ça s'exprime dans la diversité. Et peut-être ça ne s'exprime pas dans la diversité. Peut-être ça ne s'exprime, je vais reprendre la... j'ai taquiné monsieur tout à l'heure. Peut-être ça s'exprime que dans votre monde. Vous êtes plutôt réincarnation ou plutôt Jésus? Mais je vais vous poser une colle. Tous les deux, non, je pas suis. de colle. Réincarnation et Jésus n'a aucune différence pour moi, c'est pas deux sujets différents. Je pense que vous croyez aussi à la réincarnation, mais le mot, ça embête le mot. Je pense pas que la même personne se réincarne. Personnellement, je l'écarte de ma réflexion, tant que je ne sais pas ce qu'est l'incarnation. Non, c'est que la racine va, chaque année, la racine de la fleur va donner une autre fleur. Oui. Chaque arbre va pousser et va faire une autre création. C'est ça la réincarnation pour moi. Oui. Chaque année, effectivement, une branche peut redonner un bourgeon, une nouvelle fleur. L'essence est la même, elle va pas... La racine est la même. L'essence est la même. En ce sens, je vous rejoins dans le discours que nous avions, c'est au sens d'un surgissement nouveau. Oui. Oui. Et dans ce sens,
Madame, effectivement, rien ne se réincarne, mais quelque chose se reproduit, et ce qui est à la racine refait une nouvelle manifestation, et prend une nouvelle chair. Effectivement. C'est la forme qui change. Oui, oui. Et elle va être influencée par les formes passées quand même. Je pense qu'il y a une liaison quand même dans tout ça. Peut-être, oui. Peut-être. En tout cas, si on considère que l'information est conservée, oui. Alors on revient à Mercure et à l'œuvre rouge. Vous voulez me pousser jusqu'à l'ordre rouge. Et vous savez que je ne vais pas répondre et que je ne sais pas répondre. Mais continuons. J'avais dit, oui, vous faites bien. Mercure. Oui, par rapport à l'incarnation, réincarnation, mais quand on change de multiples fois de corps, et puis pour l'évolution de l'âme, enfin, comment ça se fait? Oui. Alors mesdames, donc nous sommes dans une bibliothèque où effectivement il est question de spiritualité de tout ordre, et je ne m'attendais pas à ce que sur un débat d'alchimie et de physique quantique, on parle d'âme, d'évolution de l'âme. Mais pourquoi pas? Ce n'est pas forcément mon rayon, mais lorsqu'on parle, mais je vais vous donner un élément de réponse par rapport à la conférence. Lorsqu'on parle d'évolution d'âme, ou d'évolution de la nature, ou d'évolution de tout ce qu'on veut, on parle évolution. On parle évolution. D'un point de vue hermétique, l'évolution, c'est plutôt des changements de forme ou des changements d'apparition, etc. Mais il y a une différence entre évolution, où on part d'un état pour arriver à un autre, comme si ces deux états étaient différents. Et si je voulais ramener la question dans le contexte de cette conférence, ce que je vous ai proposé avec le rayon de lumière et aussi avec la pensée hermétique et cette notion du champ indifférencié, c'est que le point de départ de votre évolution et le point d'arrivée de l'évolution sont les mêmes. Et ce qui se passe au milieu, c'est une représentation, et on imagine que soi-même ou quelque chose évolue. Dans la pensée hermétique, je dis pas que c'est une vérité ce que je dis. Dans la pensée hermétique, qui se retourne sur elle-même, le début et la fin sont confondus. Et donc l'âme, si je peux me permettre, je ne dis pas que c'est une vérité, mais dans cette représentation, l'âme n'évolue pas. Par contre, on peut considérer qu'elle se transforme. Qu'elle se transforme. Et en alchimie, qu'elle transmute. Mais même, certains alchimistes disent que le mercure suffit. D'autres alchimistes disent que pour faire de l'or, il faut de l'or. Ce qu'il y a derrière cette réflexion, c'est que c'est ça. C'est que si tu veux de l'or à la fin, il faut que tu en aies au début. J'ai pas oublié l'œuvre rouge. Mais vous m'avez posé une sacrée colle. Il n'est pas dit que je réponde. Mais je vais laisser monter si quelque chose répond. Oui? Peut-être ça concerne encore l'œuvre rouge, mais d'une autre manière. Moi, en étudiant un peu l'histoire de la science, le passage entre la magie et la science et la Renaissance, j'ai lu beaucoup de critiques que les savants de l'époque faisaient aux alchimistes, parce qu'ils disaient que finalement c'était un travail très long. Parfois, ça n'amenait pas des résultats. Si ça amenait à des résultats, ça prenait des longues années, 20, 30 ans, pour avoir des petits résultats. Et donc, il y a tout un autre esprit plus empirique qui se met en œuvre à l'époque, d'influence plus anglo-saxonne, qui voulait des résultats plus immédiats. Et il y a tout un changement de paradigme. Et alors, dans une conférence d'un philosophe français qui a travaillé sur l'alchimie, j'avais entendu qu'il disait que finalement, ils arrivaient, les alchimistes, à transmuter les métaux vides en or, mais il disait simplement, maintenant, ça prendrait trop de temps, ça serait trop coûteux, et donc maintenant, on ne peut plus le faire, ça ne vaut plus le coup, disons. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Il le faisait vraiment, la transformation? Alors, est-ce que c'est possible? Est-ce que... Alors, vous me demandez... Et surtout, est-ce que, en fait, ces critiques qu'on faisait à l'alchimie à l'époque, parce qu'à l'époque, l'alchimie c'était un peu le grand savant. Alors, est-ce que ça ne pouvait pas donner des résultats? Donc... Oui, alors il y a plusieurs questions dans votre simple question. Donc, est-ce que, alors d'une part, vous voulez savoir, est-ce que les alchimistes faisaient de l'or?
oui ou non. Et cette critique, qui date de la fin du 19e, c'est Jolivet Castello, et puis quand il est arrivé, c'est de dire on pourrait faire de l'or, mais ça coûterait trop d'énergie, et même M. Cancelier l'a dit, on pourrait effectivement, avec la physique moderne, faire de l'or, mais ça coûterait trop d'énergie. Mais ça, c'est des conclusions d'une pensée scientiste, positiviste, matérialiste. L'alchimiste qui fait de l'or, il fait de l'or de la façon dont j'ai parlé tout à l'heure. Moi, ça n'est que ma pensée. L'alchimiste faisait de l'or. Mais le but n'était pas de faire de l'or. Hein, c'était simplement un signal, une synchronicité ou un signe de la nature que si l'or apparaissait dans son monde extérieur, soit par transmutation, soit par projection, ou pour utiliser le terme, par synchronicité, et bien c'est que ce qui est similaire à cet or était en lui. Comme un signal pour lui dire, oui, tu y es. Mais à ce moment-là, son objectif n'était plus de fabriquer de l'or. C'était comme un baromètre ou un thermomètre. Et l'autre partie de la question, c'est à toutes les époques, on a essayé de récupérer les alchimistes pour qu'ils fabriquent de l'or. Les empereurs les ont récupérés, les personnes riches les ont récupérés en disant fabrique-moi de l'or, etc. Je pense que les alchimistes, vrais, qu'on appelle en France adeptes, ont cette capacité de participer au monde et leur âme transformée à la racine du monde pour que cet or apparaisse, selon des processus décrits dans les traités anciens. C'est ce que je crois et c'est ce que je pense. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne travaille pas au Creuset et à la Tanor. Vous viendrez dans quelques années lorsque j'y serai et puis on en reparle. Qu'est-ce que ça veut dire que leur âme apparaisse? L'or apparaisse. Que l'or apparaisse. J'ai compris, leur âme apparaisse. C'est peut-être la même chose. C'est peut-être la même chose. C'est peut-être la même chose. L'âme se matérialise. Oui. Est-ce que, comme on est à Strasbourg, je pose une question historique? Il y a 400 ans paraissaient ici les noces chimiques. Oui, cette année. Ah oui. Il y a 400 ans. Oui. Alors il y a 400 ans, je reprends pour le micro, donc effectivement la question, nous sommes à Strasbourg, il y a 400 ans nous sommes en 1617-18, Gutenberg, apparaissaient les premières réponses des savants d'Europe à l'appel du cercle des Rose-Croix de Tübingen, qui avait écrit en 1614 à Tübingen, La Fama Fraternitatis, la société Rosae Crucis s'adresse à tous les savants d'Europe, et patati patata, et que ceux qui veulent nous répondent. Et beaucoup de savants ont écrit. Nous sommes à Strasbourg, et le livre dont il est question, c'est Les Noces alchimiques de Christian Rose-Croix de 1616. Les Noces alchimiques de Christian Rose-Croix, je les ai bien sûr lus, étudiés. J'en ai discuté avec un ami qui est un spécialiste de ça. J'ai bien sûr lu les traités d'Eddie Goffer, qui est le ponte qui était, ou qui est encore, je suis, sur ces Rose-Croix classiques du cercle de Tübingen. Il semblerait que, selon les alchimistes de toute façon, les Noces alchimiques de Christian Rose-Croix ne sont pas un traité alchimique. C'est-à-dire on ne trouve pas dedans ce qu'on trouve dans les traités alchimiques. Alors on peut se poser la question, c'est peut-être pas un traité alchimique, mais il parle d'alchimie. Est-ce que, derrière ce langage alchimique, très baroque, très maniériste, n'y aurait-il pas le même effet qu'un traité d'alchimie, c'est-à-dire l'effet hermétique? On peut se poser la question. Qu'est-ce qui est derrière le discours hermétique? C'est-à-dire qu'on décrit quelque chose, qu'on écoute, petit à petit, notre conscience participe à ce qui est décrit, petit à petit, le discours de celui qui écrit disparaît, et on est entièrement pris dans l'histoire. Et si on continue à lire, le discours devient le discours intérieur, et c'est l'esprit propre qui commence à parler. Hein, c'est la rentrée de la lumière dans le nous, pour parler égyptien. Si les Noces alchimiques de Christian Rose-Croix créent cet effet, c'est un traité hermétique, et qui a pris une apparence de traité alchimique.
Et je l'ai lu et médité, et je dirais aujourd'hui, c'est un livre d'alchimie, mais pas d'alchimie classique, c'est un traité hermétique, assurément. Et étant un traité d'hermétisme, pas d'hermétisme, ce n'est pas un traité d'hermétisme, c'est un traité hermétique, qui a cette vibration hermétique, c'est-à-dire en lisant et en méditant les noces alchimiques de Christian Rosecroix, eh bien on rentre dans cette conversation avec soi-même. Pas avec soi-même. Avec cette lumière qu'on a accueillie, qui ouvre le langage, qui ouvre le regard, qui ouvre la conscience, et qui commence à parler à ce qui est lumière en soi. Œuvre rouge. Et bien peut-être on y est. Que l'œuvre rouge, eh bien, quelle est la caractéristique de l'alchimiste qui a réalisé l'œuvre rouge? Il a les trois aboutissements. C'est-à-dire la poudre de projection qui transforme tout en or. C'est-à-dire qu'il redonne vie à ce qu'on pense être mort. Il redonne de l'or. Il crée le soleil plutôt que le plomb. Il est allé au-delà de la forme. Donc on peut considérer que la partie de sa psyché la plus profonde, de son être le plus profond, participe à l'être du tout. Il a le remède universel. Pourquoi? Non pas pour guérir une maladie ou non pas pour rester éternellement jeune, mais il est rentré dans l'éternité et il peut à tout moment être présent, ressurgir des interstices entre les temps planques, être présent. Donc cette fameuse éternité qu'on accorde aux alchimistes. Et il a la troisième caractéristique, la connaissance du tout, puisqu'il participe à cette information globale qui est ce grand tout. Donc pour moi, à la fin de cette conversation, eh bien, l'alchimiste qui a atteint l'œuvre rouge, c'est l'alchimiste qui est de son être fait partie du tout, et ce tout fait partie de lui, et c'est conscient et agissant. Et c'est quelqu'un qui est capable d'agir entre les interstices du temps, et donc il est éternel, omniprésent, et il a la connaissance, et bien sûr l'éternité. Et il transforme tout en or, puisqu'il est à la racine d'où tout surgit. C'est-à-dire le surgissement, c'est un aspect de dire symboliquement l'or, puisque le monde apparaît. Mais petit à petit, le temps est en train de passer, et peut-être pourrions-nous arrêter la conférence sur ce point. Il y a On encore arrête? une question? Ou une dernière question, pour ceux qui ne se sont pas exprimés, Oui. et on arrêtera là-dessus. Juste une petite. Quand on écoute certains alchimistes, on a l'impression que justement, comme ce que tu dis, ils travaillent sur ce corps qui est décrit parfois par ceux qui font des expériences de mort imminente, de sortie hors du corps, etc. On a l'impression qu'ils veulent atteindre, alors tu as l'élixir de longue vie pour rallonger la vie, et aussi ils veulent atteindre l'immortalité. C'est pas l'immortalité du corps, c'est l'immortalité de la conscience, pour avoir une qualité de conscience qui soit suffisamment élevée pour pouvoir ensuite, quand leur âme quittera leur corps, eh ben, vivre éternellement dans cet état-là. Et c'est justement peut-être ce niveau quantique de la conscience qui s'est libéré de l'espace et du temps. Exact. Enfin, exact. Est-ce que ça serait ça sur quoi l'alchimiste travaille réellement, pas forcément la matière, mais la matière c'est un moyen pour travailler sur cette... Eh bien, dans le contexte de cette conversation de cet après-midi, oui, c'est cet aboutissement. C'est-à-dire que l'immortalité, la mort, c'est pas l'inverse de la vie. C'est l'inverse de la naissance. L'immortalité, c'est... Oui, c'est cet aspect, rentrer dans le présent, rentrer dans l'éternité, mais c'est en fait sortir du temps. L'alchimiste qui a transformé le plomb en or, il est sorti de la forme, donc de l'espace, il est sorti du temps. Sortir du temps, ça veut dire rejaillir à tout instant entre les interstices duquel jaillit le présent. Et donc immortel. Pour notre conscience, ou éternel. Ou, et c'est un terme que j'aime beaucoup, sa présence. L'alchimiste qui aurait accompli l'œuvre au rouge, eh bien il est présent. Et il est comme Maître Eckhart, à l'origine avec Dieu, et sans lui, Dieu ne créerait pas. Et je vous remercie. Et nous aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour cette belle intervention. Voilà.